Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, une voix est libre exceptionnelle à plus d'un titre. L'émission est diffusée, ce sera désormais le cas une fois par mois sur les antennes de France 3 Alpes, France 3 Auvergne, France 3 Rhône-Alpes. Vous le voyez, nous ici à France 3, nous avons déjà réalisé la fusion des régions et ce sera d'ailleurs le thème de cette émission, la réforme territoriale dont le troisième volet vient d'être voté par les sénateurs en première lecture mardi dernier. Il définit les compétences des différentes collectivités locales, autrement dit qui fait quoi entre communes, métropoles, départements, régions. Nous recevons l'un des grands acteurs de cette loi, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Vallini, ancien président du Conseil général de l'Isère, ancien sénateur, André Vallini, qui a lui-même qualifié ce texte de révolution silencieuse. Il était donc naturel d'être ici au domaine de Visil, dans la salle de la République. C'est dans ce château qu'en 1788, un peu d'histoire, a eu lieu la réunion des États généraux du Dauphiné qui allait engendrer la Révolution française. Nous sommes en direct. Vous pouvez donc nous adresser vos questions, vos réflexions sur notre compte Twitter, hashtag LVELRAA, qui veut dire La Voix est libre, Rhône-Alpes, Auvergne. André Vallini, bonjour. Vous avez mené avec Marie-Lise Lebranchu, donc ministre de la décentralisation et de la fonction publique, les débats au Sénat. Le Sénat qui a profondément amendé le texte du gouvernement. On a entendu beaucoup de qualificatifs justement pour ce nouveau texte. Détricotage, échec ou simple péripétie pour un texte qui est encore loin d'être définitif. Bonjour Monsieur Deville. Le Sénat a fait du bon travail sur ce texte. Le Sénat est utile à la République. Le Sénat, notamment sur les questions territoriales, joue tout son rôle. Et le Sénat n'a pas détricoté notre texte. Ce n'est pas un échec, encore moins une péripétie. C'est une étape d'un processus parlementaire qui va prendre encore quelques temps. Mais vous savez, ce qu'on fait, c'est une réforme profonde, complète, importante. Donc, quelques mois encore, le processus parlementaire va se poursuivre et je suis sûr qu'à la fin, nous arriverons à un texte équilibré et utile. Quelle est votre implication dans ce texte ? Est-ce qu'il y a des mesures qui portent votre marque ou des oppositions aux amendements du Sénat que vous avez absolument tenu à ne pas accepter en tant que représentant du gouvernement ? Le débat est ouvert sur plusieurs points, sans être trop technique. Il n'y a pas de casus belli. Non, il n'y a pas de casus belli, heureusement. En démocratie parlementaire, le gouvernement n'est pas en guerre contre le Parlement, pas plus contre le Sénat que contre l'Assemblée nationale. Nous discutons sur les routes. Les sénateurs, les présidents de conseils généraux, pour la plupart, souhaitent conserver les routes dans les compétences départementales. Le débat est ouvert. Sur les collèges, le gouvernement a bougé. Nous envisagions à l'origine de transférer les collèges à la région. Finalement, les sénateurs nous ont convaincus, m'ont convaincu, de laisser les collèges au niveau départemental. On a sauvé le département, en résumé. Non, mais c'est un peu plus compliqué que ça, Monsieur Deville. Il faut prendre compétence par compétence, si vous le souhaitez, et montrer que le gouvernement est ouvert à ce que disent les sénateurs, qu'il sera ouvert demain à ce que vont dire les députés sur les collèges, sur les routes. L'essentiel, c'est qu'à la fin, la loi que nous allons faire voter par le Parlement soit une loi de clarification des compétences, que l'on sache qui fait quoi, que les citoyens, parce qu'on fait quand même ça pour les citoyens, au-delà des élus, que les citoyens s'y retrouvent davantage. J'allais venir aux objectifs de la réforme. On a un tweet de Pascal Duclillon qui, la question est vaste. À quoi va servir la réforme ? Rapidement, vous avez déterminé 3 objectifs. La réforme territoriale, elle a 3 objectifs. D'abord, un objectif démocratique. À Visil, il faut parler de la démocratie. C'est de rendre les compétences de chaque collectivité plus clairement identifiables par les citoyens. Que l'on sache qui fait quoi. Depuis 20 ans, 30 ans, depuis la décentralisation de François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, on a additionné les organismes, on a multiplié les structures, on a empilé les procédures. Plus personne ne s'y retrouve, y compris les élus locaux. Donc on va remettre de la clarté dans le fameux millefeuille administratif. Exigence démocratique. Deuxième exigence, deuxième objectif, renforcer l'attractivité économique de la France, avec des régions puissantes, comme les régions allemandes, italiennes, espagnoles, des grandes régions avec des compétences économiques renforcées, pour justement que les régions puissent accueillir des entreprises françaises, étrangères, favoriser la compétitivité de notre pays. Et puis enfin, troisième objectif, un objectif de service public. Et ça, ce sont les services publics de la vie quotidienne que l'on veut renforcer avec l'intercommunalité. La commune, on y est tous attachés. À Visil comme ailleurs. Moi, je suis attaché à ma commune natale de Tullin, bien sûr. On est tous très attachés aux 36 681... Il faut en faire le deuil.
Pas du tout. Non. Mais qui vous a dit qu'il fallait faire le deuil des communes? Pas du tout. Nous allons maintenir les 36 681 communes, sauf pour celles qui veulent fusionner, bien sûr, que nous allons encourager. Mais on peut être attaché à l'échelon communal. La commune, elle est dans l'ADN de la République. La Révolution française, elle a commencé ici, vous l'avez dit. La commune, depuis la Révolution française, elle fait partie de la République. Donc nous allons conserver les communes. En revanche, nous allons favoriser la montée en puissance de l'intercommunalité. Et d'ailleurs, je dis aux élus des petites communes, aux habitants des plus petites communes, que la meilleure façon de sauvegarder les communes, notamment les plus petites, c'est d'avoir des intercommunalités plus grandes et plus fortes, parce qu'à ce moment-là, le rôle démocratique de la petite commune sera renforcé entre les citoyens et la grande intercommunalité. Alors ce texte est encore loin d'être définitivement adopté. On l'a évoqué, il va aller à l'Assemblée le 17 février prochain, puis il y aura une deuxième lecture avant la tenue, en cas de désaccord, entre Sénat et Assemblée, d'une commission paritaire mixte. Avant de recevoir nos premiers invités, je vous propose d'écouter un rapide micro-trottoir réalisé cette semaine à Grenoble et à Clermont-Ferrand, afin d'avoir une idée de l'état d'esprit des Rhône-Alpins et des Auvergnats à propos de cette réforme. J'en pense pas grand-chose, je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est pour faire des économies, pour qu'il y ait moins de fonctionnaires dans les petites communes. Pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. On peut faire des économies. Nos régions sont trop petites et puis la taille qui est prévue est suffisante. Oui, moi je suis assez positive aussi, et notamment pour les agglomérations, les communautés de communes. Je trouve que ça donne une identité plus précise et ça habitue les gens des différentes communes à se sentir faisant partie d'une unité plutôt que d'être un petit peu dispatchés comme ça partout. Donc plutôt oui, voilà. Écoutez, on va se faire avoir. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Attendez, rattaché à la région Rhône-Alpes, vous pensez que Lyon va se laisser faire? Donc vous pensez qu'il y a une rivalité Rivalité, je ne sais pas, mais que l'Auvergne, on va encore nous laisser tomber. Voilà. Ils ont présenté ça plus comme des réductions d'impôts, simplifier la vie, mais bon, après, on va voir si ça va déboucher sur quelque chose de pertinent ou ça va être encore une usine à gaz. Ça, c'est le futur qui nous le dira. Une réaction, André Valigny, à ce micro-trottoir Il est plutôt positif, ce micro-trottoir. Et c'est vrai que tous les sondages depuis le début de cette réforme territoriale, depuis que François Hollande et Manuel Valls ont lancé cette réforme, les sondages sont tous les mêmes. Les Français sont favorables à cette réforme. Elle est attendue, elle est souhaitée. Il y a longtemps qu'on en parle. Depuis longtemps, on dit que le millefeuille administratif est trop compliqué, qu'il faut le simplifier, y compris, comme disent les citoyens interrogés, là, y compris pour faire des économies sur la dépense publique. Donc voilà, nous voulons faire aussi des économies, non pas que les élus locaux sont trop dépensiers, qu'ils gèrent mal leur collectivité, mais ils sont eux-mêmes prisonniers, les élus locaux, d'un système devenu trop complexe et donc trop coûteux. Donc on va réussir, sur 5 à 10 ans, sur le moyen terme, à réaliser des économies budgétaires sur le fonctionnement des collectivités locales. Quant à l'Auvergne, je rassure la dame, on ne la laissera pas tomber. Rhône-Alpes-Auvergne, c'est une grande région. Le président de l'Auvergne, René Souchon, est favorable à la réforme. Il dit lui-même que ça va donner naissance à une des plus grandes régions d'Europe. Le maire de Clermont-Ferrand est favorable à la réforme. Les Auvergnats auront toute leur place dans la future grande région. Alors pour mieux expliquer les rôles actuels et futurs des collectivités locales, nous avons choisi d'évoquer deux compétences qui ont été beaucoup discutées. Il s'agit du tourisme et du développement économique. À mes côtés, Yannick Cusy, vous êtes journaliste à France 3 Bonjour. Auvergne, où ces deux questions-là sont essentielles. Absolument, monsieur le ministre, vous avez raison. La réforme est appréciée dans les sondages par les politiques, c'est acquis à peu près pour tout le monde. On verra pas tout à fait tout à l'heure avec un élu notamment du Cantal. Il reste des inquiétudes quand même. Cette dame, par exemple, en Auvergne, traduit une forme de peur de perdre une identité propre à l'Auvergne. Je peux vous en parler, on en parle souvent en Auvergne de cette peur de ne plus être auvergnat, pour dire les choses simplement. Et puis, effectivement, dans la société civile, il y a des chefs d'entreprise, il y a des élus locaux qui ont des inquiétudes et qui vont vous les exprimer. Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer plutôt par l'économie ou plutôt par le tourisme. Les deux sujets sont intéressants. Présenter nos invités, donc avec nous sur le plateau, Christophe Madvet, vous êtes PDG de Cotranet, une société informatique de gestion documentaire sur la zone Inno-Vallée de Mélan et Montbonneau. Et puis Robert Vorgé, vous êtes maire de Valmorel et aussi président de l'association des maires de Tarentaise. On va commencer avec le développement économique qui a été attribué à la région, un peu au détriment du département. Vous me corrigerez peut-être aussi. Christophe Madvet, vous faites partie de ces chefs d'entreprise qui ont bénéficié ou bénéficient peut-être encore d'aides publiques directes ? Clairement oui, puisqu'on est dans les sociétés innovantes. Et puis effectivement, je suis PDG de Cotranet, mais aussi président d'Innovallée, qui est quand même une technopole regroupant plus de 12 000 emplois, 360 entreprises dédiées au numérique, aux nouvelles technologies. Et effectivement, la puissance publique a un rôle assez important dans ce domaine-là.
Bien entendu, la région, moi quand j'ai créé il y a une quinzaine d'années, j'ai bénéficié des aides régionales, mais aussi des aides des communautés de communes. Donc c'est tout un dispositif qui existe, sur lequel on peut s'appuyer et qui est là. Qui est vital pour à la fois la création et la survie de votre entreprise? Vital, De vos non. entreprises. Non, vital, non, mais qui fait partie du dispositif. Le crédit impôt recherche, clairement, par exemple, est un élément vraiment essentiel du Donc dispositif. ça, c'est un dispositif national. Quelles Tout à sont fait. vos craintes vis-à-vis de la réforme territoriale? Les craintes, je ne sais pas, des interrogations en tout cas, puisqu'on est un peu comme tout le monde, plutôt positif par rapport à la volonté de réformer. Mais lorsqu'on veut réformer, on a les objectifs, vous en avez indiqué 3. Vu du côté économique, il y en a quand même 2 qui prédominent. Le premier étant de dire, on veut changer les structures territoriales, très bien, mais dans quel but? Certainement d'être plus performante, vous l'avez dit. Et cette performance, je voudrais bien que vous me donniez quelques exemples pour le monde économique de ce que vous visez en termes de performance. Et puis un deuxième objectif qui a été dit beaucoup par le micro-trottoir et sur lequel vraiment on s'appuie, qui est les économies. Puisque côté collectivité territoriale, c'est plus de 11 milliards d'euros qui avaient été annoncés. La réforme territoriale fait partie de ça, donc on attend des économies. Et ma question, c'est aussi des exemples concrets de là où vous allez réaliser des économies. Est-ce qu'il va y avoir moins d'élus, moins d'employés territoriaux, moins de structures? Quelle est votre approche? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples vraiment concrets? Bien sûr. D'abord un mot sur les identités, parce que vous avez parlé de l'identité auvergnate dont certains s'inquiéteraient de la voir disparaître. Il n'est pas du tout dans l'intention du gouvernement de gommer, d'effacer et encore moins de bafouer les identités provinciales. Je dis provinciales parce que la plupart du temps, ces identités remontent à l'Ancien Régime. Référence à Visil, toujours. Le Quercy, le Périgord, le Berry, ce sont des provinces de l'Ancien Régime qui existent toujours. Elles ne sont devenues ni des départements, ni des régions, mais ce sont des provinces. Le Dauphiné est une province qui garde son identité. Je me sens dauphinois, je suis né à Tullin, j'habite en Isère. Le Dauphiné, à l'époque, c'était l'Isère, les Hautes-Alpes et la Drôme. Donc l'identité dauphinoise, l'identité savoyarde, le sud de l'Ardèche, le sud de la Drôme, près de la Provence, tout ça ne va pas disparaître. Ces identités provinciales, elles ont traversé la Révolution française, 2 empires, 2 restaurations monarchiques, 5 républiques, et elles sont toujours là. Donc elles vont survivre, ces identités, à notre réforme administrative. J'en viens maintenant à votre question, monsieur le chef d'entreprise, et j'apprécie votre approche positive de la réforme, parce que cette réforme, on l'a fait aussi pour vous. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Nous avons réussi à implanter dans l'Isère rhodanienne, au sud de Vienne, une entreprise américaine, Excel, avec un H au début. Ce sont des leaders dans leur domaine qui ont choisi, après avoir envisagé une trentaine de sites dans toute l'Europe, ils ont choisi la France. Comme quoi la France n'est pas totalement réfractaire aux investissements étrangers. Ils ont choisi la France et ce coin de France en Isère rhodanienne. Il a fallu que le responsable américain, le PDG américain, rencontre le maire de la commune, le président de la communauté de communes du pays roussillonnais, le président du syndicat mixte que l'on a créé sur cette zone industrielle au sud de Vienne, le sous-préfet, parce qu'il y a l'État aussi qui continue à jouer son rôle, le préfet bien sûr, le président du conseil général que j'étais à l'époque, le député, le sénateur, la région Rhône-Alpes, les organismes de développement économique. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, dans chaque région de France aujourd'hui, il y a 75 organismes qui s'occupent de développement économique. Est-ce que vous savez, monsieur, qu'il y a 6000 régimes d'aide différents, d'aide aux entreprises qui existent dans notre... On veut simplifier tout ça. D'abord pour vous rendre la vie plus facile. Parce que lorsque vous avez un dossier à constituer pour obtenir une aide que vous méritez, parce que vous avez du dynamisme, de la créativité, vous devez aller voir l'intercommunalité, le département, la région, l'État, peut-être l'Europe, la Chambre de commerce. On veut que la région devienne demain votre interlocuteur unique, le guichet unique. Ça vous fera gagner du temps et donc de l'argent aux chefs d'entreprise, mais aussi aux responsables d'associations. Je pense à tous les bénévoles qui montent des projets formidables dans le domaine social, culturel, environnemental. Eux aussi ont des dossiers différents à remplir avec des critères différents parfois. Donc on va simplifier tout ça. Vous aurez un interlocuteur, la région. Et ne croyez pas qu'elle sera trop lointaine, la région. Certes, elle sera à Lyon, mais la région Rhône-Alpes-Auvergne, comme la plupart des régions, elles le font déjà d'ailleurs, aura des antennes délocalisées pour accueillir les chefs d'entreprise à Grenoble, à Valence, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand ou à Aurillac, à Annecy, à Chambéry, il ne faut pas que j'en oublie, ou à Bourg-en-Bresse. Excusez-moi, l'émission avance vite. Vous vouliez revenir aussi, aborder le terme de la fiscalité. Oui, c'est lié aussi aux économies. D'abord, est-ce que les économies vont permettre
réaliser une baisse de la fiscalité, et notamment pour les entreprises. Et puis j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, qu'on parlait de fiscalité économique des régions. Et ce que je pouvais comprendre de ce terme-là, c'est qu'à la limite, on pouvait donner aux régions une capacité à avoir une fiscalité propre. Alors je m'interroge énormément là-dessus parce que j'ai un exemple très concret là, sur Innovalley où on a 2 communes qui sont sur 2 communautés de communes, la métro et le Puy du Grésivaudan. Et il faut savoir qu'il y a une fiscalité sur le taxe de transport qui est différente. La métro, 2% de la masse salariale, Puy du Grésivaudan, 0,6% de la masse salariale. 1,4% d'écart de la masse salariale. Une entreprise de 300 personnes, c'est 4 emplois dont on parle. Et j'ai des entreprises qui déménagent d'une communauté à l'autre. Si on met des disparités de ce niveau-là au niveau région, est-ce qu'il va y avoir une compétition entre les régions pour attirer au prix de la fiscalité? Et quid de la stabilité? Quand on est chef d'entreprise, ce qu'on demande au niveau fiscal, c'est de la stabilité. Et si on met de la fiscalité à des régions et la capacité à la changer, on va risque de perdre cette stabilité. Et ça nous inquiète. Vous avez raison, il faut que les choses soient faites sur la durée. Et il faut que l'harmonisation fiscale soit un objectif présent à l'esprit de tous les décideurs publics. De grands progrès ont été faits. Moi, je me souviens, quand j'étais maire de Tullin, il y a une vingtaine d'années, on était en concurrence entre communes. On allait se chipper des entreprises d'une commune à l'autre. Ce n'est plus le cas. On a fait l'intercommunalité. La compétence économique, maintenant, ce sont les communautés de communes. C'est un grand progrès. Demain, nous pensons que le bloc communal, l'échelon communal et surtout intercommunal, devra rester compétent en matière d'immobilier d'entreprise. Les terrains et les bâtiments qui vont dessus. Si je peux me permettre sur ce point-là, Monsieur le Ministre, oui. Ça pose un souci quand même au niveau communal qu'il garde la compétence sur les terrains d'entreprise et que les compétences économiques soient le comité de communes. Pose un souci parce que les communes aujourd'hui ont de plus en plus intérêt à développer l'habitat plutôt que l'entreprise, compte tenu des recettes fiscales qui vont venir à la commune, puisque les recettes fiscales des entreprises vont à la communauté de communes. Donc pour moi, j'ai un souci parce que qui va motiver les communes à créer des espaces pour accueillir les entreprises? Il faut évidemment que les élus s'accordent au niveau de la communauté de communes. Et c'est le cas. Au-delà des clivages politiques droite-gauche qui s'effacent souvent dans les communautés de communes, il faut que les élus aillent dans le même sens. Et pourquoi nous voulons laisser au bloc communal, pas forcément à la commune, mais à l'intercommunalité le plus souvent, la maîtrise du foncier et de l'immobilier d'entreprise? Parce qu'ils sont le plus proches. C'est eux qui sont le plus proches des acteurs économiques, des industriels. Ça permet aussi d'avoir une politique d'habitat, de logement, d'urbanisme, de préservation du foncier agricole. N'oublions pas les agriculteurs qui ont besoin de la terre pour travailler. Donc l'immobilier d'entreprise au niveau communal ou intercommunal. Sur la fiscalité, la question n'est pas réglée. Nous attendons d'avoir fait voter la loi sur les compétences pour savoir qui fait quoi entre bloc communal et intercommunal, département et région, pour faire d'éventuels transferts de fiscalité. Il est évident que les régions, si elles montent en puissance, et nous souhaitons qu'elles montent en puissance, les régions devront bénéficier de ressources fiscales nouvelles. Il y aura sans doute un transfert de fiscalité entre les départements et les régions, notamment sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la fameuse CVAE. Il ne faut pas être trop technique pour nos téléspectateurs, mais enfin on parle de choses concrètes. Là. Donc il va y avoir, au cours de cette année, et j'en suis chargé aussi au niveau du gouvernement, une réforme fiscale, une réforme des finances locales, notamment de la dotation globale de fonctionnement aussi, qui concerne les communes, en grande partie. Nous allons remettre à plat, une fois que les compétences seront clairement réparties entre les collectivités, nous allons remettre à plat le financement de ces compétences. Sur les économies, je n'ai pas répondu. Oui, j'allais vous le dire. Oui. Non, mais on ne parle pas vraiment d'économie jusque-là. Alors, justement, je vais en si vous parler. permettez, ni de clarté. On a l'impression que c'est de plus en plus compliqué quand on vous écoute. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, mais je n'ai pas un moi, je ne sentiment de crois clarté. pas que ce soit de plus en plus compliqué. Au Le bloc millefeuille communal, existe toujours. au bloc communal, l'immobilier d'entreprise. Dernière réponse, après on passera au Et tourisme. tout ce qui concerne le développement économique, l'aide à l'internationalisation des entreprises, l'aide à l'innovation, l'aide à la conquête de marchés extérieurs, les filières industrielles, les pôles de compétitivité. La région sera l'interlocuteur unique. Alors comment on fait des économies? Les économies, c'est un autre sujet. Je pense que sur 5 à 10 ans, au moins 5 à 10 ans, plutôt 10 que 5, on peut arriver à réaliser des économies d'échelle de 5 à 10% sur le fonctionnement global. C'est-à-dire, on supprime des employés territoriaux, comment on fait? On ne les supprime pas. On arrête d'embaucher. On arrête peut-être d'embaucher. On ne remplace pas forcément les départs en retraite. Mais il faut savoir que toutes compétences confondues, toutes collectivités confondues, communes, intercommunalités, départements, régions, le budget global de tout ça, si j'ose dire, c'est 250 milliards d'euros par an. 250 milliards d'euros par an. Si sur 10 ans, on arrive à économiser 5% par économie d'échelle,
les chefs d'entreprise sont là, ils savent bien que quand on simplifie une organisation complexe, on arrive à faire des économies d'échelle. Pas tout de suite, ça prend du temps. Mais quand on simplifie, on dépense moins. Si on arrive à économiser 5% sur 250 milliards d'euros, ça fait 10 milliards, 12 milliards, mettons 10, arrondissons à 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur 10 ans, vous ne pensez pas que le jeu en vaut la chandelle? C'est très important, ça paraît presque inatteignable, moi j'y crois. On va pas oublier clore ce chapitre et le passer au tourisme, qui est un sujet aussi très important et qui inquiète notamment les professionnels. Alors nous avons avec nous le maire de Valmorel, Christian l'a dit, qui est aussi d'ailleurs représentant de l'association des maires de stations de montagne. Parenthèse. Vous avez des inquiétudes, vous n'avez pas envie, si j'ai bien compris votre point de vue, et vous allez nous l'expliquer, vous n'avez pas envie vraiment de perdre la gouvernance de vos stations de montagne. Et l'arrivée d'une grande région qui piloterait tout, ça ne vous plaît pas forcément. Alors tout d'abord, je vais peut-être rectifier une chose. Avec toutes nos casquettes, on est d'abord représentant de nos territoires. Je suis en charge du schéma de cohérence tarentaise. En ce sens, nous avons réussi à construire sous notre bassin de vie un espèce de parlement où tout le monde apporte sa contribution à l'avenir. Donc le tourisme étant notre principale économie. Autre caractéristique, le département de la Savoie est fortement impliqué dans le développement touristique. Je vais le dire, bien évidemment, puisque nos deux Savoies, les deux départements savoyards, Savoie et Haute-Savoie, sont historiquement au cœur des préoccupations de nos territoires et ont participé au rayonnement de nos destinations. Tout à l'heure, on peut dire merci à Michel Barnier, qui était à l'époque le pilote de 1992 avec les Jeux Olympiques, qui nous ont apporté tout ce qu'on a pu connaître et préciser aujourd'hui. Alors quelles sont vos inquiétudes par rapport à l'arrivée de cette grande région? Plus loin que ça, vous avez une participation, j'ai entendu parler de chiffres, mais c'est 250 millions de participation des deux départements au financement de plusieurs infrastructures. Par exemple, l'interconnexion des remontées mécaniques, le cyclotourisme, la randonnée, les refuges, le thermalisme, qui est très important chez nous, etc. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'on comprenne votre inquiétude. Qu'est-ce que vous craignez avec l'arrivée de cette gouvernance grande région? Qu'est-ce que vous craignez de perdre, même, j'ai envie de dire? L'identité, on parlait tout à l'heure d'identité. Aujourd'hui, tout cet argent, cette masse d'argent qui est arrivée grâce à l'économie des Savoyards, parce que ça n'a pas coûté un centime aux contribuables, c'est de l'investissement de longue date de nos deux départements qui sont redistribués dans le plan de tourisme. Qu'est-ce qui devient demain? Qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle région? Comment on va être traité? Quels sont ces soutiens qui étaient actifs et locaux? Comment ils vont être repris par la grande région? Première question simple. Aucune inquiétude à avoir, monsieur le maire, de Valmorel-la-Belle. Aucune inquiétude à avoir. Pourquoi voulez-vous que la région Rhône-Alpes-Auvergne demain se désintéresse davantage du tourisme, qui est une des ressources majeures de cette région, notamment de la Savoie et de la Haute-Savoie, mais pas seulement. Je pense aux stations iséroises. Et il y a ici dans le public Christian Pichou, conseiller général de l'Oisan. Nous avons aussi de belles stations en Isère. Mais revenons à la Savoie. Pourquoi voulez-vous que la région Rhône-Alpes se désintéresse de ce qui se passe en Savoie? La région Rhône-Alpes, j'ai siégé 11 ans à la région Rhône-Alpes. Et j'étais membre du comité régional du tourisme. On s'occupait beaucoup de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et ça continuera, évidemment. Nous voulons que la région soit plus forte, avec l'Auvergne, pour que, justement, elle ait une vision plus globale et stratégique de la ressource touristique. Mais rien n'empêchera, évidemment, chaque commune, chaque massif montagneux, chaque intercommunalité qui gardera son office du tourisme, de continuer à valoriser ses propres atouts, évidemment. Mais parlons, vous savez que l'ensemble de nos entreprises stations, parce que les stations sont des entreprises qui font partie de cette économie, dont chaque acteur détient une part morale, il faut bien le dire, ça. On n'est pas une destination de tourisme comme ailleurs. On est souvent représenté par des marques. Cette association de marques a créé Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Aujourd'hui, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est 8 millions d'euros de commercialisation. Vous avez peur de quoi? Que les politiques ne soient pas à la hauteur pour gérer cette marque? C'est ça que Qu'est-ce que devient cette marque? Qu'est-ce que devient cette marque Elle Savoie-Mont-Blanc? continue, elle prospère, elle rayonne, évidemment. Ah bon? Mais bien sûr. Vous nous rassurez? Mais bien sûr, je suis là pour vous rassurer, monsieur le maire, et pour rassurer les Savoyards. Rien de changé, au contraire. Simplement, nous voulons proposer aux régions d'avoir une stratégie globale de promotion touristique. Mais la région Rhône-Alpes aura à cœur, Auvergne, aura à cœur de valoriser tous les territoires de cette grande région. Ne vous inquiétez pas. Mais ces 8 millions d'euros, on les prend où?
Quels 8 millions d'euros? Les 8 millions d'euros consacrés à la promotion par Consacrés par qui? Ils viennent Savoie-Mont-Blanc. Eh bien, vous continuerez, évidemment. Bien sûr, et la région vous aidera. Nous sommes en train de discuter au Sénat, nous avons discuté au Sénat, sur le point de savoir si la région devait être chef de file. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les mots chef de file, ou si on devait élaborer un schéma régional. Les sénateurs ont préféré, c'est ce qu'ils ont voté, l'élaboration d'un schéma régional du tourisme, élaboré conjointement par les... Non, il ne faut pas vous inquiéter, par les intercommunalités, par les départements et par la région. Voilà ce qu'ont voté les sénateurs, un schéma régional où chacun se fera entendre. Nous, au gouvernement, nous préférions l'idée de chef de file. On verra ce que disent les députés, mais ne vous inquiétez pas. Enfin, je ne connais pas un président de région, notamment une région comme la nôtre, qui ne soit pas soucieux de développer, de favoriser encore le tourisme, notamment le tourisme hivernal. Par exemple, Monsieur le Ministre, pour peut-être traduire la même inquiétude qu'on ressent, par exemple, dans le Cantal, Monsieur le Ministre, les élus de petites stations comme le Lioran, par exemple, ont très peur d'être très éloignés des centres de décision à Lyon et se disent que face à des mastodontes comme les stations qui existent du côté Rhône-Alpes, il y a un risque d'être oublié, d'être géré de trop loin et de devenir l'enfant pauvre, même si les stations de Cantal, je le redis, ont beaucoup de qualité. Qui vient d'être diffusé, Yannick, sur, je ne sais plus qui c'est qui l'a mis, mais qui disait on a déjà oublié les stations auvergnates dans le tweet. Vous avez oublié 2 fois le mot Auvergne d'ailleurs. Je pense que vous voyez, c'est ça l'inquiétude des Cantaliens, par exemple. Aujourd'hui, la région, c'est encore la région Rhône-Alpes. Voilà, Rhône-Alpes-Auvergne, c'est à partir des élections prochaines, mais il est évident que cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne demain s'occupera de tout son territoire. Et pour ce qui est des stations du Massif central, il est évident qu'elles auront des élus pour les représenter, y compris au conseil régional. Département du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier auront des élus régionaux qui sauront se faire entendre. Moi, je me souviens quand j'étais conseiller régional, que je siégeais au CRT, nous étions très vigilants, nous les Isérois, sur le point de savoir si le CRT Rhône-Alpes n'allait pas favoriser la Savoie et la Haute-Savoie. C'est normal, c'est humain, chacun défend son territoire et à la fin, l'intérêt général l'emporte toujours. Est-ce que gérer le tourisme au niveau Rhône-Alpes-Auvergne, ça a un sens ? Aujourd'hui, on sait qu'on défend la Savoie, on défend le Bourbonnais en tourisme, on défend plutôt des pays. Est-ce que ça a un sens de dire la gouvernance du tourisme, ce sera grande région ? Bien sûr que ça a un sens. Est-ce que c'est une marque ? À l'international, ça aura un sens d'aider les acteurs touristiques à aller faire la promotion de leur territoire en Chine ou aux États-Unis ou en Amérique latine, dans ces pays émergents où le pouvoir d'achat est en train d'augmenter. Il faut se battre sur ces marchés potentiels. Et il faut y aller tous ensemble. Ça permet de faire des économies sur le voyage, sur le déplacement, sur la participation à certains salons. Mais les Savoyards défendront leur station, les Auvergnats aussi. À Vichy, ils défendront leur thermalisme. Tout le monde sera là, poussé par la région, tiré par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Enfin, je ne vois pas où est l'inquiétude. Moi, au contraire, l'union fait la force. On le dit depuis souvent, c'est un proverbe populaire, mais qui a son sens. L'union fait la force. Cessons de nous considérer les uns envers les autres comme des concurrents potentiels. Alors tout à fait. Dernière intervention. Je suis juste d'accord sur un point, c'est que la montagne se retrouve toujours. D'ailleurs, on s'est vu à l'ANEM sur ce point. L'Association nationale des élus de la montagne. Des élus de la montagne. Nous sommes tous derrière cette marque de destination. Et aujourd'hui, je vous raconte une histoire en 2 secondes. Nous avions l'habitude de rencontrer nos amis italiens pour faire des échanges, comme nous le faisons souvent. Eh bien, un jour, on avait dans l'assistance un Chinois. Alors, on parlait des 3 vallées. Vous savez, c'est le plus grand domaine skiable du monde. En Savoie, juste après Valmorel, hein, bien sûr. Vous aviez dit en 2 secondes, Robert. En 2 secondes. Et le Chinois a levé le doigt, il a dit, moi je connais Paris, je connais le Mont-Saint-Michel, je connais le Mont-Blanc, mais je ne connais pas les... Donc, demain, la Côte d'Azur, en général, ils connaissent la Côte d'Azur aussi. Expliquez-moi comment on va mieux défendre nos territoires et nos marques de montagne ou d'Auvergne en parlant d'une destination Rhône-Alpes. Rhône-Alpes-Auvergne. Rhône-Alpes-Auvergne. Je suis allé à Shanghai, justement, avec la région Rhône-Alpes, il y a quelques années, avec le département de l'Isère. Nous y sommes allés tous ensemble. Chacun a vanté les mérites, l'attractivité de son territoire. Mais c'est la région Rhône-Alpes qui a coordonné ce voyage. On est beaucoup plus fort à plusieurs, et ça coûte moins cher en plus. Mais une fois à Shanghai, eh bien, les Ardéchois ont vanté les gorges de l'Ardèche, les Savoyards ont vanté leur station de ski, et demain, les Auvergnats pourront parler de Super-Lioran, où l'on peut faire du ski aussi, évidemment. Je vous rassure, monsieur le maire, vous verrez, vous ne perdrez rien, au contraire, à être dans une grande région attractive qui comptera à l'international.
Messieurs, merci d'avoir participé à l'émission. Alors, on parle beaucoup de cette future région Rhône-Alpes-Auvergne dont les contours sont eux déjà adoptés, hein, là définitivement. Elle représente 7,5 millions d'habitants, 6,2 millions en Rhône-Alpes, 1,3 million en Auvergne. Et puis question budget, encore deux petits chiffres, hein, 2,48 milliards pour la région Rhône-Alpes, 680 millions pour l'Auvergne. L'Auvergne qui va perdre son siège de Clermont-Ferrand, la capitale de cette méga région, la deuxième en France et la 8e en Europe. Il y a encore un petit doute sur ce classement, sera en effet Lyon, c'est quasiment acquis, il n'y a pas trop de bagarre là-dessus, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes à Clermont-Ferrand, logistiques et sociaux. Céline Pauillac, Olivier Martinet. À première vue, c'est un rond-point ordinaire, mais en réalité, c'est le genre de casse-tête qui a conduit à la création de la métropole. D'un côté, une route appartenant au Grand Lyon, de l'autre, une voie gérée par le Conseil général. Mais le cauchemar est terminé. Aujourd'hui, la métropole sera responsable des deux. L'objectif, efficacité donc, et pour y arriver, la métropole absorbe des compétences qui existaient déjà au Grand Lyon, mais qui avaient un doublon au département. C'est le sujet sur la métropole de Lyon et le département du Rhône qui justement viennent de fusionner, qu'on verra tout à l'heure. Donc on repart à Clermont-Ferrand pour voir un petit peu les problèmes qui se posent au Conseil régional d'Auvergne. Céline Pauillac, Olivier Martinet. Afin de préparer la fusion, les élus et les chefs de service des deux régions se réunissent régulièrement au sein d'un comité de suivi. C'est dans ce cadre qu'il a été acté, par exemple, qu'en 2016, Clermont-Ferrand conserverait le pilotage de certaines directions. Aujourd'hui, les discussions sont très avancées, par exemple, sur des directions comme celle de l'agriculture ou comme celle des technologies de l'information et de la communication, où nous avons expérimenté un certain nombre de politiques intéressantes. Pour le reste, les 400 fonctionnaires auvergnats travaillant dans cet hôtel de région tout neuf sont dans l'incertitude. Est-ce que certains postes ne vont-ils pas disparaître ? On va se retrouver avec deux collectivités qui auront deux services RH, qui auront deux services communication, qui sont pas des services qui sont sur le terrain, qui sont des services support. Là est notre inquiétude un petit peu de savoir comment ceux-ci vont s'organiser. Il y aura effectivement des agents qui seront sûrement obligés de changer de mission, de travail. Il y aura peut-être aussi des agents auvergnats qui voudront partir en région Rhône-Alpes. On sait que l'inverse existe. J'ai des collègues en Rhône-Alpes qui ont envie de venir travailler en région Auvergne. L'inquiétude est donc relative à court terme du côté des représentants syndicaux, lesquels promettent de veiller à ce qu'aucune mutation ou aucun changement de poste ne se fasse sous la contrainte. Mais à plus long terme, certains craignent une casse du statut des agents territoriaux. Le discours qui nous est tenu à l'heure actuelle par les présidents et les DGS, on ne peut pas le qualifier de mensonger. Je pense que jusqu'à l'horizon 2017, effectivement, il n'y aura pas d'incidence. Par contre, à partir de 2017, je pense très honnêtement qu'il y en aura et qu'il y en aura des sévères. Quels que soient les engagements pris aujourd'hui, chacun est conscient que la donne pourrait être bouleversée lors des élections si la grande région Rhône-Alpes-Auvergne venait à changer de majorité. On va donc aborder à présent la partie politique de l'émission, la réforme territoriale, le redécoupage des régions, la clarification des compétences, tout le monde est pour, mais ensuite les avis divergent sur le fond et sur aussi la mise en forme de sa mise en œuvre. Pour cette partie, nous ont rejoint Michel Barnier, ancien ministre, ancien commissaire européen à la politique régionale puis au marché intérieur et candidat UMP pour les prochaines élections. Et ancien président du Conseil général de la Savoie. Et si on alignait tous vos mandats, l'émission serait courte. Qui auront donc les élections régionales qui auront lieu fin novembre, début décembre. En duplex d'Aurillac également, peut-être symbole sans doute de l'éloignement de son territoire. Vincent Descoeurs, président UMP du Conseil général du Cantal. Et puis à mes côtés, Paul Satis, journaliste à France 3 Rhône-Alpes, spécialiste politique. Paul, la première question pour Michel Barnier. Oui, sur ce qu'on vient de voir en Auvergne, c'est vrai que ça paraît pas très évident. Les économies, finalement, on augmente, on réduit pas le nombre de fonctionnaires. Monsieur Valigny en parlait tout à l'heure. C'est du reste aussi un des arguments de campagne qu'on entend beaucoup chez votre concurrent de l'UMP, Laurent Wauquiez, en ce moment, notamment sur le coût du siège du Conseil régional d'Auvergne. Que va-t-il devenir? Sert-il à quelque chose? Bref, là, l'économie, elle saute pas aux yeux. Moi, j'ai toujours pensé que quand on a une perspective, on peut régler les problèmes de toute façon par la concertation, le dialogue. Vous parliez de ce siège du Conseil régional à Clermont-Ferrand.
il faudra l'utiliser. On ne va pas improviser. On ne va pas improviser là dans une émission, comme d'ailleurs je regrette que les deux présidents sortants, M. Kéral et M. Souchon, dans un coin de leur bureau, décident de répartir les services. Il faut une mission compétente et voir entre les services de l'éducation nationale, les institutions, les services administratifs, leur bonne répartition. Ça, c'est un travail qui doit être réglé dès l'instant où on n'oublie pas la perspective que le ministre d'ailleurs a indiqué à juste titre, celle de réussir la réunion de ces deux régions. C'est pas facile, c'est compliqué. Il faut pratiquement 6 heures pour aller d'Aurillac à Ils n'ont Chamonix. pas eu de raison de s'y prendre avant, alors, messieurs Kéran et Souchon. Et alors, j'en viens au fond des choses et sans esprit polémique, je peux comprendre la bonne volonté que le ministre Valigny a exprimée et le diagnostic qu'il fait, un peu comme un commentateur davantage que comme un acteur. Moi, je ressens, après avoir écouté la première demi-heure de cette émission que vous avez bien fait d'organiser, à 1 mois et demi des élections départementales, dans 1 mois et demi, tous les citoyens vont voter. Pourquoi ? Peut-être sans doute pour qui ils le sauront, mais pourquoi ? Ils ne le savent pas. Et j'écoutais André Valigny avec beaucoup d'attention et franchement d'objectivité depuis qu'il parle. Je ressens un sentiment, monsieur le ministre, de confusion et de malaise. Moi, je suis un homme politique comme vous depuis assez longtemps. Je n'ai jamais vu, dans mon engagement politique, une telle improvisation. Nous sommes à 1 mois et demi de l'élection et on ne sait pas pour quelles compétences, on sait sans doute pour quelle superficie, pour quel territoire on va voter, mais pour quelles compétences et pour quels impôts. J'ai connu des socialistes dans le passé qui savaient mieux qu'aujourd'hui ce qu'ils voulaient et comment le faire. Vous avez vous-même parlé. Monsieur Barnier, on va peut-être laisser répondre M. Valigny sur ce point. L'histoire. Moi, j'ai été député de la Savoie au moment de la décentralisation. Gaston Defferre savait où il allait. On a voté cette loi durant l'été 81 et dès 82, on a voté dans les élections départementales en sachant qui faisait quoi et c'était une véritable révolution d'ailleurs, grâce à quoi j'ai pu un peu plus tard lancer la candidature des Jeux André Olympiques. Valigny, est-ce qu'il y a un télescopage de cette réforme qui est présentée comme une révolution avec effectivement une double séquence électorale qui fait qu'en réalité, en effet, on va voter pour un département sans en connaître les compétences? Ni la fiscalité. Alors sur les compétences, les choses sont très claires. Les départements, les conseils généraux, qu'on va appeler conseils départementaux à partir du mois de mars, vont garder l'essentiel de leurs compétences, c'est-à-dire la solidarité. La solidarité sociale et territoriale. Le social, comme on dit, ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées. Et il y a ici, parmi mes amis, Gisèle Pérez, première vice-présidente du Conseil général de l'Isère, et elle pourrait vous dire à quel point c'est important, ne serait-ce qu'en termes budgétaires, 600 millions d'euros sur un budget de 1,4 milliard en Isère. Oui, c'est énorme, mais c'est utile. Les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes handicapées, les enfants abandonnés et maltraités, les familles en difficulté, c'est le cœur des compétences. Mais les routes, on ne sait pas. Du Conseil général, en Isère comme ailleurs. La solidarité territoriale, ça c'est nouveau. C'est la première fois que dans la loi, qui est en discussion actuellement au Parlement, on inscrit en toutes lettres que les conseils départementaux doivent être garants de la solidarité territoriale entre les territoires du même département, notamment les territoires ruraux, de montagne les plus défavorisés. Ça ne change pas, c'est même renforcé, Monsieur Barnier. La loi n'est pas votée. Elle n'est pas votée. On en connaît les grandes lignes. Elle vient d'être votée au Sénat. C'est de l'improvisation, monsieur. Non, ce n'est pas de l'improvisation. On est percuté, si je veux dire, par le calendrier électoral. Je vais vous poser une question très précise. Pourquoi, sur une réforme aussi importante, alors que vous faites un diagnostic juste, vous avez dit depuis 20 ans, on empile les structures, les impôts, plus personne n'y comprend rien. Ce sont vos propres mots. Vous le saviez en arrivant au pouvoir. Vous avez gagné les élections présidentielles en 2012. Pourquoi une réforme aussi importante n'a-t-elle pas fait l'objet d'états généraux avec tous les élus, les entreprises qui n'ont pas été vraiment consultés, prendre le temps de la consultation en 2012-2002, donner la parole aux gens et ensuite voter calmement une loi, vous improvisez au milieu du quinquennat et on va voter dans 1 mois et demi sans savoir pour qui et pourquoi on vote. Ce n'est pas sérieux. Eh bien, figurez-vous, M. Barnier, c'est parce qu'on a fait ce que vous dites qu'on a pris ce temps qui nous amène aujourd'hui ici, M. Barnier. Franchement, ce n'est pas le sentiment en 2012, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, président du Sénat à l'époque, a proposé des états généraux de la démocratie territoriale. Nous avons tenu ces états généraux à la Sorbonne, à l'automne 2012. Ça a pris du temps. On a écouté l'échelle d'entreprise, les associations et les élus locaux. C'est sur le terrain. On a fait monter tous les élus locaux qui souhaitaient. Monsieur Barnier, laissez la réponse en On a fait monter tous les élus locaux à Paris, ceux qu'ils souhaitaient.
Et ça a pris quelques mois. On ne va et pas ensuite, à Paris pour discuter de ça. Et ensuite, mais on a discuté Alors, sur les territoires aussi, Monsieur Barnier. On discute en j'ai pas permanence sur les l'impression qu'on a. territoires. Partout, on discute. Dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux. Et pendant un an, on a donc écouté ce que les élus avaient à dire, les chefs d'entreprise et les dirigeants d'associations. Et puis en 2013, on a fait voter la loi sur les métropoles. Première loi. Ensuite, on a voté la loi sur la carte des régions. Et maintenant, on vote la loi sur les compétences. Il se trouve que cette année, il y a des élections. Donc effectivement, les deux calendriers se percutent. Ça n'empêche pas d'avancer. Et aux élections cantonales, départementales de mars, on saura les grandes lignes des futures compétences des départements. Et moi, je retourne l'argument, Monsieur Barnier. J'ai dit l'autre jour au Sénat à mes ex-collègues sénateurs, il y a beaucoup de présidents de conseils généraux, de conseillers généraux aussi au Sénat, les débats qui vont avoir lieu dans tous les cantons de France, dans tous les départements de France en mars, vont servir aux députés et aux sénateurs à enrichir le texte qui viendra en deuxième lecture au printemps. Donc on va faire notre miel de tout ce que vont nous dire les citoyens, les associations, les élus de cette réforme territoriale. Il faut être positif. Messieurs, je vois M. Descoeur qui regarde sa montre et qui est impatient d'intervenir. Le texte voté au Sénat, M. Descoeur, qui redonne un peu de pouvoir ou de compétences au département, il vous convient, j'imagine? Écoutez, moi je voudrais avant tout qu'on précise bien les choses et qu'on évite d'opposer les modernes, c'est-à-dire ceux qui seraient enthousiastes, et puis ceux qui, comme moi, se posent légitimement des questions et attendent des réponses. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années, ceux qui ont imaginé qu'on pouvait agglomérer des populations en périphérie des villes passaient pour être modernes, et aujourd'hui on voit toutes les difficultés qui en découlent. Le débat sur la région, sur son périmètre, il est clos. La seule question qui importe maintenant, le Cantal fait partie pleinement de cette région. La seule question qui importe pour ses élus, mais surtout pour les Cantaliens, c'est quelle place demain pour le Cantal dans cette nouvelle région. Le sujet est d'autant plus difficile que, comme l'a fort justement dit Michel Barnier, que je salue, le gouvernement a cru bon de mener 2 réformes de front. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons pas les compétences qui seront demain celles des départements dans cette région. Pour vous, c'est un handicap pour la campagne qui s'annonce là du mois de mars prochain? Les questions auxquelles nous attendons des réponses, elles ont des incidences très importantes pour la vie dans nos départements. Vous avez évoqué les questions de l'économie et du tourisme. Aujourd'hui, moi, j'attends des réponses sur le déploiement du très haut débit qui a été identifié par le département du Cantal comme une priorité. J'attends aussi des réponses sur demain l'enseignement universitaire, sur l'ouverture. Il y a de vraies questions. Une grande région peut présenter des opportunités, encore faut-il qu'on obtienne des garanties. Le Cantal est un département qui n'est pas facilement accessible par la route. Un vrai débat doit s'ouvrir pour savoir demain, est-ce qu'une grande région peut intervenir sur des sujets comme le désenclavement routier? Force est de constater qu'aujourd'hui, la région Auvergne s'en désintéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si demain, une grande région peut présenter des opportunités. André Valigny. Moi, je salue le président du Conseil général du Cantal et je reconnais dans ce qu'il dit beaucoup d'objectivité. C'est vrai que les départements, notamment les plus éloignés de Lyon, les plus ruraux, les plus montagnards, se posent des questions. Nous sommes là pour répondre à ces questions. Le débat parlementaire a permis d'avancer. Le sénateur du Cantal, Jacques Mézard, a fait entendre la voix du Cantal et il l'a fait entendre fortement avec de bons arguments. Donc pourquoi, Monsieur le Président du Conseil général, pensez-vous que demain, Michel Barnier, Laurent Wauquiez ou Jean-Jacques Kéran, ce que je souhaite, demain, à la tête de la région Rhône-Alpes-Auvergne, se désintéresse du Cantal? Parce que 4 élus, par exemple, M. Valigny, sur 200, c'est quand même pas beaucoup. Hein. 4 ou 5, puisqu'il y aura 6 sièges sur la liste du Cantal. Je pense qu'il faut faire confiance aux élus du Cantal demain dans la grande région Rhône-Alpes-Auvergne pour défendre leur territoire. Et aucune réforme n'aurait rendu le Cantal plus peuplé, plus grand, voire plus riche. Je termine, Monsieur Barnier. Plus la région est puissante, rayonnante, avec une capacité économique forte, plus les départements, y compris les plus défavorisés, pourront bénéficier des retombées de cette région. En avançant, je voulais aborder le thème de la clarification. On a parlé beaucoup, c'est un des objectifs de la loi. Pour nous, c'est force est de constater quand même que les choses ne sont pas si simples. Monsieur Valigny, aux communes, aux départements, aux régions émerge maintenant une nouvelle entité qui s'appelle la métropole, qui pourrait d'ailleurs bien devenir prépondérante. Exemple pour le moment, je crois qu'il est unique en France, c'est Lyon qui vient d'absorber sur son territoire le département du Rhône. Là, on va pouvoir regarder dans son intégralité le sujet d'Émilie Rousseau. À première vue, c'est un rond-point ordinaire,
Mais en réalité, c'est le genre de casse-tête qui a conduit à la création de la métropole. D'un côté, une route appartenant au Grand Lyon, de l'autre, une voie gérée par le Conseil général. Mais le cauchemar est terminé. Aujourd'hui, la métropole sera responsable des deux. L'objectif, efficacité donc, et pour y arriver, la métropole absorbe des compétences qui existaient déjà au Grand Lyon, mais qui avaient un doublon au département, comme la voirie, le tourisme ou l'éducation. Pour la petite enfance, le Conseil général était responsable pour recruter les assistantes maternelles. Mais ensuite, c'était les communes qui étaient responsables des haltes garderies, des crèches. Là, on va essayer de réunifier l'ensemble de la petite enfance. Vous voyez, finalement, c'est avoir un guichet unique là où hier, on avait une certaine dispersion. La métropole récupère d'autre part des compétences jusque-là propres à la communauté urbaine, comme l'aménagement urbain, la gestion des déchets et l'assainissement des eaux, et celles appartenant au Rhône, surtout des compétences sociales, comme la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Enfin, de nouvelles prérogatives sont également au programme, celles prévues par la loi de 2014. Il s'agit surtout de la transition énergétique et de l'environnement. C'est donc la toute nouvelle métropole de Lyon qui sera, par exemple, chargée de la protection de la biodiversité et de la lutte contre les inondations. Alors sur la question des compétences, Michel Barnier, il y a un volet qui est essentiel, d'ailleurs André Valigny le rappelait tout à l'heure, c'est le volet évidemment économique, puisqu'on compte sur cette réforme territoriale pour relancer la croissance en France. Et là-dessus, il y a eu une vraie bataille, même de chiffonniers au sein du Parti Socialiste, entre M. Kéran et M. Collomb, sur cette fameuse compétence économique qu'il aurait. Il semble que M. Collomb ait gagné une bataille au Sénat, puisqu'il ne sera pas obligé de se mettre en conformité avec un schéma départemental économique de la région. Est-ce qu'une grande métropole comme Lyon, qui compte 1 300 000 habitants, c'est 12% de la population de la grande région à elle toute seule, doit avoir ses compétences propres en matière d'économie et être un pôle d'attractivité? Mais c'est une chance pour nous tous, pour la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, que d'avoir une ville comme Lyon, une métropole aujourd'hui bien organisée, qui a une dimension mondiale, internationale. Aujourd'hui même, le Premier ministre, M. Valls, est en Chine avec des industriels, parmi lesquels d'ailleurs Alain Mérieux. On voit bien que c'est une chance, et donc il faut que cette chance rayonne sur toute la région. Et j'en viens, en saluant les habitants du Cantal et de l'Auvergne à travers Vincent Descoeurs tout à l'heure, à cette idée. Je suis d'accord avec André Valigny. Il y a une place pour tout le monde. Et la grande difficulté, qui n'est pas si facile que ça à régler de cette future grande région, c'est qu'on s'occupe de construire son unité, qui n'est pas probable, qui doit être construite en respectant sa diversité, et que les gens du Cantal, comme ceux de la Drôme, se sentent bien dans cette grande région. Et donc la région ne veuille pas faire tout ce que les autres font déjà mieux qu'elle, mais apporte une véritable valeur ajoutée. Voilà comment il faut construire la relation entre la métropole de Lyon, la future métropole de Grenoble. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une compétition justement entre la région et la métropole lyonnaise? On la sent cette compétition oui, mais politique. Elle est entre des gens d'ailleurs qui appartiennent au Parti Socialiste, et c'est aussi pourquoi il faut changer l'état d'esprit. Moi, je suis partisan d'un partenariat entre cette grande métropole de Lyon, la future métropole de Grenoble, peut-être celle de Saint-Étienne ou de Clermont-Ferrand un jour, et la région. La région doit avoir une valeur ajoutée. Et c'est aussi pourquoi j'interroge le ministre que j'ai la chance de rencontrer sur la possibilité pour, à l'intérieur de cette très très grande région de dimension européenne, à des provinces ou à des parties de cette région de développer leur propre identité. Le président du Conseil général, les deux présidents, Christian Montel et Hervé Guémard, ont fait une proposition que je trouve intelligente. D'ailleurs, elle pourrait être reprise par les élus de la Drôme ou de l'Ardèche, fondée sur le même article de la Constitution, l'article 72, qui permet aux métropoles de se créer aujourd'hui. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas autoriser clairement les deux départements de la Savoie à se regrouper à l'intérieur de cette très grande région et à préserver leur identité et leur activité économique, qui est très spécifique, comme l'a dit le maire de Val-Borel tout à l'heure. Vous avez peut-être une position positive, mais j'entends le président sortant de la région, M. Kéran, dire qu'il est opposé à cette collectivité spécifique, que la loi et la Constitution... La réponse d'André Valigny, après on va à Aurillac. J'ai reçu récemment Hervé Guémard et Christian Monteil. Nous avons longuement parlé de cette possibilité de créer une collectivité à statut particulier réunissant Absolument. les deux Savoies. Michel Bouvard, l'autre jour au Sénat, a apporté un amendement en ce sens. Moi, je ne suis pas hostile, au contraire, à la fusion des départements. J'ai écrit un livre en 2008 dans lequel je parlais d'institutions nationales, locales. J'évoquais une France à 12 régions, on est à 13 là, et 50 départements. Je pense qu'on va aller vers la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de la Drôme et l'Ardèche peut-être, et des deux Savoies évidemment.
De là à en faire une collectivité à statut particulier qui se détacherait de la région Rhône-Alpes, notamment dans le domaine économique, touristique, d'autres peut-être encore. Monsieur Barnier, je trouve ça assez paradoxal qu'au moment où on fait une grande région puissante, la Savoie veuille rester à part. Et vous-même qui postulez à la présidence de la région Rhône-Alpes et qui êtes savoyard, je ne comprends pas comment vous pouvez assumer cette contradiction entre la volonté de diriger une grande région Rhône-Alpes-Auvergne et puis que la Savoie reste à l'écart, fasse presque sécession. Je vous d'accord, on part tout de suite à Aurillac. Oui, rejoindre Vincent Descoeur, le président du Conseil général du Cantal, qui se sent toujours un peu isolé. Vous avez entendu la métropole lyonnaise et le poids qu'elle veut prendre. Est-ce que c'est précisément cette métropole lyonnaise, Monsieur Descoeur, et son poids économique qui vous inquiète, vous qui êtes assez excentré et quasiment à 4 heures de route d'ailleurs de Lyon? Non, ce n'est pas la métropole lyonnaise qui m'inquiète, parce qu'encore une fois, appartenir à ce qui sera la 6e région d'Europe, ça peut être une vraie opportunité pour un département comme le nôtre. Michel Barnier l'a fort bien dit. Ce qu'il convient aujourd'hui, c'est qu'on construise ensemble un modèle dans lequel les départements comme les nôtres trouvent toute leur place. D'ailleurs, je rassure Monsieur le ministre, que je salue à cette occasion, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je fais une grande confiance en Laurent Wauquiez ou Michel Barnier ici présent pour construire un projet dans lequel le département Monsieur du Descoeur, Cantal ça veut dire quoi? Ça veut dire place. obtenir un nombre d'élus inversement proportionnel à la distance par rapport à Lyon? Oui, non. La question de la distance est un fait, mais aujourd'hui, quand on évoque la représentativité, je crois qu'aujourd'hui, imaginez que le département serait assuré de 4 conseillers régionaux sur une assemblée de 200, je crois que c'est... Il faut faire preuve de beaucoup d'optimisme pour laisser penser que c'est une représentativité qui est acceptable. Dans le même ordre d'idées, moi je le redis ici, la proximité, à mes yeux, aujourd'hui c'est moderne. Aujourd'hui on ne parle que de vivre ensemble, de cohésion entre les uns et les autres. La proximité c'est moderne et je crois qu'il nous appartient aujourd'hui d'inventer le mode de gouvernance. Michel Barnier l'a dit. Aujourd'hui, il faut construire un projet pour cette grande région et veiller à ce que dans ce projet, tous les départements trouvent leur place. Nous avons un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est la montagne. Michel Barnier a fait beaucoup pour l'agriculture de montagne. Je crois qu'aujourd'hui, ce dénominateur commun, nous pouvons nous en servir pour que les départements comme les miens, mais aussi les Savoies, trouvent des synergies. Encore une fois, il y a des opportunités. Moi, j'attends des réponses à un certain nombre de questions. Les Cantaliens attendent des réponses à des questions qui sont majeures. Je ne veux pas abuser de la parole, mais les questions comme le très haut débit, Vincent Descoeur, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Pour le Cantal est leader, oui, mais... ou l'enseignement universitaire, ou encore l'agriculture de qualité sont des sujets qui méritent que le Cantal ait toute sa place demain dans cette grande région. On aura largement l'occasion d'y revenir d'ici les élections régionales qui, je rappelle, sont au mois de décembre. En plus, on fait une émission par mois, donc prochain. On abordera tous les sujets. En 4 minutes encore d'antenne, on voulait quand même terminer par des questions purement politiques. À l'UMP, 2 candidats, Laurent Wauquiez et vous-même, Michel Barnier. Quand est-ce qu'on va savoir qui va mener la tête de liste UMP en région Rhône-Alpes, Auvergne? Écoutez, moi j'ai pris cet engagement d'être candidat, comme le souhaitent beaucoup d'élus, des territoires et de mon propre parti, l'UMP, mais aussi du centre. Vous avez fait appel à Nicolas Sarkozy pour qu'il détermine le mode. Que je pense que c'est un sujet suffisamment important pour que le président de l'UMP lui-même prenne la décision. C'est une région de 8 millions d'habitants, c'est une élection qui engage et qui est en quelque sorte le premier acte de l'élection présidentielle qui aura lieu 16 mois plus tard. Donc je pense que c'est sa responsabilité de choisir l'union et le rassemblement des forces de la droite républicaine et du centre, le MoDem et l'UDI, c'est ce que je propose. Juste un mot pour... on a tous à faire dans l'Isère, en Savoie. Vous n'allez pas lancer le débat, on arrive à la fin de l'émission. Je veux répondre à une inquiétude qui est celle de cette très grande région et de la crainte d'être oublié, qu'on a tous vécu en Savoie, dans l'Isère, dans le Cantal. Je pense que ça exige, et je reviens à votre question, un président et des élus, en général une équipe, qui soient impartiaux et disponible. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement de me consacrer, si je suis élu, président de cette région, totalement, exclusivement à ce mandat et pas à d'autres choses. Il y a une deadline qu'il faudra respecter pour annoncer justement le choix de l'UMP ? Moi, je souhaite que ça soit assez rapide parce qu'il faut aussi respecter les citoyens. Cette région, j'ai dit, il faut 6 à 7 heures pour la traverser. Il faut un vrai débat. Avant les départementales. Surtout un débat qui est compliqué, on le voit bien dans votre émission. On ne sait pas encore quelles sont les compétences des départements et des régions. Donc il faut du temps, il faut respecter les citoyens. Et voilà pourquoi je souhaite qu'on sache à quoi s'en tenir. Et j'attends la réponse de mon propre parti. Je ne peux pas faire l'union, je vais être très franc, avec le MoDem, l'UDI et l'UMP sans l'UMP.
il faut que l'UMP choisisse cette idée du rassemblement que je porte. Pour l'instant, c'est la gauche qui est au pouvoir, André Valigny, dans la région Rhône-Alpes, dans la région Auvergne aussi. Du reste, le Parti socialiste a annoncé qu'il attendrait les élections départementales dans cette région spécifique pour annoncer le nom de son candidat. Est-ce que le président sortant, qui lui a annoncé qu'il était candidat, Jean-Jacques Kérane, n'est pas légitime et naturel pour porter la liste socialiste? Bien sûr qu'il l'est, et c'est la raison pour laquelle il a d'ores et déjà annoncé sa candidature. On se consacre aux élections départementales, donc on ne va pas ouvrir des procédures internes. On a déjà nos candidats à désigner dans chaque canton, mais je reviens sur les régionales. Jean-Jacques Kérane est légitime, il a tout mon soutien et on le désignera au printemps pour mener la liste. question, André Valigny, c'est que vous pourriez de clarifier votre position à vous, Oui. puisqu'on a pu lire qu'il y aurait peut-être un front commun Gérard Collomb, André Valigny, pour écarter Jean-Jacques Kérane. Donc ça, ce sont des balivernes. Et pour favoriser Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse. Ce sont des balivernes, des racontards, des rumeurs malveillantes qui ne sortent d'on ne sait pas où. Gérard Collomb, comme moi, nous avons évidemment démenti ce genre de fausses informations. Je soutiens évidemment Jean-Jacques Kérane parce qu'il a un bon bilan à la tête d'une majorité qui n'est pas simple. Alors pourtant, justement, Monsieur Valigny, hier c'était le vote du budget, justement à la région Rhône-Alpes en tout cas, et les Verts ont montré que c'était particulièrement compliqué puisque tous n'ont pas voté ce budget, même s'il est passé. Au final, est-ce qu'on peut envisager, alors que cette majorité se déchire depuis des mois, qu'il y ait une union entre les écologistes et les socialistes? On peut l'imaginer, on peut en rêver, on peut tout faire pour que ça ait lieu, on verra. Chaque chose en son temps. Vous savez, moi en ce moment je prépare les élections départementales en Isère et ça n'est pas plus simple avec les Verts. Hein. C'est même presque plus compliqué encore en Isère qu'ailleurs. Donc voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, on s'occupe des départementales. Rapidement, Michel Bernier. Une bonne manière de changer les choses à la région pour que ça fonctionne, c'est de changer de majorité. Et donc d'avoir une majorité cohérente, rassemblant autour de l'UMP, de l'UDI, du MoDem, et au-delà, M. Valigny, des hommes et des femmes qui peuvent venir de gauche, de la société civile. Moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Je n'ai d'exclusif qu'à l'égard des extrêmes. Là encore, on aura l'occasion largement d'y revenir ultérieurement. Messieurs, merci beaucoup. C'est bientôt l'heure du journal régional. Et puis après, on se retrouve après pour le débriefing de cette émission. A tout de suite, les journaux régionaux de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. Contre le rhume, Surbron Viral. Grâce à son extrait d'algues rouges, Surbron Viral forme un film protecteur sur la muqueuse nasale et réduit jusqu'à 92% le nombre de virus. Surbron Viral réduit la durée du rhume. Ce spray nasal est un dispositif médical. Florent Manodou, quel est le secret de votre performance? La préparation. Une préparation optimale commence avec Williams. Nouveau gel douche, Williams 3 en 1. Corps, visage, cheveux. Williams, la préparation, c'est le résultat. On rentre. Ne regarde pas. Je veux pas que tu regardes. Plein vent voyage, des prix si petits que c'en est presque indécent. Si pour vous, la bio, c'est retrouver les vraies saveurs, se régaler de petits bonheurs et partager les mêmes valeurs, alors il n'y a qu'un seul chemin, celui de nos 230 magasins. La vie claire, la bio est dans ma nature. Voilà, tu voudrais faire quoi plus tard? Ben, je t'ai dit, aventurier ou vétérinaire. Et toi? Hier encore, un cadre pouvait imaginer ce qu'il ferait dans 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui... APEC, prenez rendez-vous avec l'avenir. Vos pieds sont déformés par un hallux valgus? Découvrez l'orthèse corrective Epitact, qui redresse votre orteil et soulage des frottements. Epitact, le soin des pieds, c'est notre spécialité. On le sait, le nombre fait la force. Une idée, même une utopie, peut alors devenir une vérité, si tout le monde la porte. On le sent, à travers tous ceux que nous croisons dans chacune de nos agences, mais peut-être le voyez-vous aussi. Les gens le veulent, ils y croient, tous, ensemble. Alors tant pis pour les sceptiques, parce que demain, la santé sera pour tous. La santé sera pour tous. Mutuelle de France Plus, mutuelle à caractère solidaire. Allez voir sur mutuelledefranceplus.fr, chaque adhésion est d'une association. Du 13 février au 1er mars, venez vivre le Carnaval de Nice. Découvrez ces nombreux spectacles sous le soleil de la Côte d'Azur.
Rendez-vous vite sur nicecarnaval.com. Bonjour, dans l'actualité Rhône-Alpes, ce midi, 13 ans de prison pour le principal accusé dans une affaire de rixe à Lyon en janvier 2012. L'homme a été condamné pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au volant de sa voiture, il avait volontairement écrasé un jeune homme qu'il avait auparavant roué de coups. Ses 3 complices ont écopé, eux, de peines de 3 à 4 ans de prison. Justice toujours avec la lourde peine dont a écopé hier Aurore Gros-Coissy devant la justice mauricienne. La jeune fille reconnue coupable de trafic de Subutex a finalement été condamnée à 20 ans de prison ferme. Elle devrait faire appel de cette condamnation. Et puis, placé en garde à vue après avoir tenu sur un réseau social des propos faisant l'apologie de la Shoah, un responsable du GUD de Lyon a été mis en examen hier pour apologie de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale. Une crèche brûlée, des santons décapités et l'hôtel partiellement incendié. L'église du Teil a été saccagée à 2 reprises mi-janvier. Des actes de malveillance à propos desquels le parquet de Privas n'exclut aucune hypothèse, acte antichrétien ou simple délinquance. Le curé de la paroisse, lui, souhaite dédramatiser. On l'écoute. Comme il y a eu pas mal au niveau mondial, au niveau international, beaucoup de manifestations après les attentats contre Charlie Hebdo, et qu'en Afrique aussi, il y a eu pas mal d'attentats contre les églises. Alors, on s'est dit, est-ce que ça peut être quelque chose comme ça ou non? Alors, c'est ce qui est effrayant, si c'était ça. Mais je ne pense pas. Et le curé de la paroisse a aussi pris la décision de fermer l'église en dehors des offices et des cérémonies, et ce, le temps d'installer un système de vidéosurveillance. Un mot de politique avec l'annonce hier matin de la démission de Bruno Gollnisch de son poste de conseiller régional Rhône-Alpes, poste qu'il occupait depuis près de 30 ans. L'élu Front National, par ailleurs député européen, a justifié cette démission par la charge de travail que représente précisément son mandat européen. Il n'exclut pas toutefois de se présenter aux prochaines élections régionales, mais cette fois en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il est désormais installé. Voilà, c'est la fin de ce flash. Le prochain rendez-vous avec l'info régionale, ce sera ce soir dans le 19-20. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Pour l'instant, retour sur le plateau de La Voix est libre, émission spéciale consacrée à la refonte des régions et animée entre autres par Paul Satis. Retour donc sur le plateau de La Voix libre installé aujourd'hui au domaine de Visil en Isère pour le débriefing de cette émission consacrée à la réforme territoriale. Sur le plateau, Paul Satis, France 3 Rhône-Alpes, Yannick Cusy, France 3 Auvergne, et puis Georges Bourcard, journaliste au Dauphiné Libéré, grand spécialiste, je disais, des sessions au Conseil régional Rhône-Alpes. Georges, premier commentaire sur cette heure consacrée à la réforme territoriale et à la prestation des uns et des autres. C'est que André Valigny a tenté de promouvoir sa réforme, alors qu'on sait bien, et c'est là qu'il y a une petite difficulté, c'est qu'elle ne sera pas aboutie pour les prochaines élections départementales, qu'il reste des questions sur les compétences. Et puis, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, qui n'a pas été dite, c'est lorsqu'on a évoqué le cas de la métropole lyonnaise. Et la métropole lyonnaise qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Et son premier acte fondateur a été d'augmenter les impôts de 5%. Je crois que c'est quand même révélateur de ce qui risque de se produire si les élus n'y prennent pas garde. Donc ça a été un peu occulté et il fallait que ce soit dit. Paul ?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas que les impôts qui ont augmenté, les indemnités aussi des élus métropolitains lors de la même session, ce qui a un peu fait jaser, on le comprend. C'est vrai que sur la fiscalité, ce sera forcément un point crucial. Moi, je retiens qu'on est quand même déjà un peu en campagne électorale avec les uns et les autres. Michel Barnier est venu avec un discours sur cette histoire, en effet, de compétences. Et c'est vrai qu'il y a une certaine précipitation. Pour André Valigny, il n'a quand même pas la vie très facile parce que quand la réforme territoriale a été lancée, la gauche était majoritaire au Sénat, elle ne l'est plus aujourd'hui, donc il est beaucoup plus difficile de travailler avec le Sénat, d'autant plus que c'est du Sénat que viennent les réformes territoriales qui concernent le territoire, donc c'est un peu compliqué. Manuel Valls... Ceci dit, Paul, les socialistes du Sénat n'ont pas voté la réforme, ils s'abstenus. Oui, c'est ça. Donc Manuel Valls nous explique qu'il y a quelques mois qu'il faut supprimer les départements d'ici 2020, et puis aujourd'hui, le Sénat rajoute les compétences qu'il avait perdues, les récupère finalement grâce au Sénat avant que l'Assemblée nationale décide peut-être l'inverse dans quelques semaines, c'est-à-dire qu'il va récupérer les routes, qu'il va récupérer les collèges, et M. Valigny vous explique que non, c'est très bien en fait que les départements reprennent toute leur place. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce un peu de confusion qui a d'ailleurs été exprimée pas mal par les téléspectateurs sur leurs tweets pendant les débats. Justement, on en a un là donc de Jean-Claude Bohamra. La manière dont on présente la fusion est une malhonnêteté intellectuelle. On veut nous faire avaler de force l'Europe des régions. D'ailleurs, ça n'a pas été trop abordé, hein, ce rapport avec l'Europe. Pourtant, on avait Michel Barnier. Mais Alors si on rajoute l'Europe, ça va compliquer les choses dans l'esprit des gens. C'est moins qu'on puisse dire. Parce que je suis d'accord avec Paul, c'est pas facile d'être André Valigny en ce moment. La réforme territoriale, si on se souvient bien, tout le monde il est dans le public, voulait. il acquiesce, André Valigny. Tout le monde voulait la réforme. Tout le monde dit depuis très longtemps, la France est trop compliquée. Il y a ce fameux millefeuille dont on parle sans arrêt. Donc l'idée de départ, tout le monde était d'accord. Il fallait simplifier. Et aujourd'hui, on est avec cette réforme en route et plus personne n'est d'accord avec la manière de la faire. Tout le monde a peur et ce tweet, c'est une expression de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'on a surtout affaire à des peurs. Tout ce qui est accepté aujourd'hui, c'est le découpage. Même Vincent Decker, qui pourtant ne disait pas ça au début, hein, le président du Conseil général du Cantal, il dit maintenant c'est bon, le territoire on n'en parle plus, c'est dessiné, et c'est pas si mal finalement d'être dans ce gros machin là qui va peser. Mais il n'est pas d'accord sur comment on le fait, et il parle de crainte, il parle de peur d'être oublié. Il n'y a plus de velléité du Cantal de rejoindre. C'est difficile pour André Valigny de gérer ça. Yannick, il n'y a plus de velléité du Cantal de rejoindre une autre région, Midi-Pyrénées, comme il souhaitait le faire au début. Je suis pas sûr que le Cantal, enfin quand on dit le Cantal, les Cantaliens, je suis pas sûr qu'ils aient envie de quitter l'Auvergne, pour parler. Alors quitter donc Rhône-Alpes-Auvergne, donc ils ont envie de rester auvergnats. Effectivement, ils ont une sensibilité tournée vers le sud, mais ils n'ont pas envie de quitter l'Auvergne, donc ils sont partagés. Et puis ils ont peut-être envie de participer à cette grande aventure parce qu'ils se disent, après tout, c'est un grand marché économique. Les chefs d'entreprise cantaliens, ils ont envie de travailler avec Lyon, par exemple. Et puis on l'a dit, le maire de Clermont-Ferrand, pour revenir au Puy-de-Dôme, a très envie de travailler avec Lyon, et il dit, on va faire aussi bien que Grenoble. C'est pas mal comme image, mais c'est impalpable, c'est des peurs, on a peur des compétences, on a peur d'être oublié, des choses aussi difficiles à gérer. Il faut distinguer quand même le fond et la forme. Sur le fond, tous les habitants de Rhône-Alpes-Auvergne sont plutôt d'accord finalement avec cette réforme. Il y a un sondage du Progrès qui a été publié cette semaine. 61% des personnes interrogées, qui étaient donc des Rhône-Alpins et des Auvergnats, sont favorables à cette réforme. 63% la jugent assez cohérente. Mais effectivement, sur la forme, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et qui finalement... la question qui se pose aussi, c'est la capacité, il y a une forte défiance du monde politique, la capacité à la mener, et on voit bien les dissensions politiques qu'il y a aujourd'hui, en plus dans un contexte électoral. Autre tweet, c'est bien beau d'avoir de grands discours, mais cette nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne s'éloigne du peuple, c'est en fait toutes les craintes qui ont été exprimées jusqu'à présent inexorablement. Georges. D'autant que dans un premier temps, l'objectif était de diminuer, de faire maigrir le millefeuille administratif. On lui a ajouté une couche avec des métropoles. Ouais. Il y a un autre. Sur le territoire de Lyon, oui, on a enlevé le Conseil général. Donc là, on a enlevé un bout du Conseil général sur le territoire de la métropole. Il y a un autre élément qui risque de désorienter un peu le citoyen, c'est les prochaines élections départementales. On a diminué par 2 le nombre de cantons, mais on augmente le nombre d'élus. On va voter pour un binôme. On est regardé. Le nombre d'élus reste stable. Voilà. Le nombre d'élus reste stable. Non, le nombre d'élus monte, il a raison. Oui, puisqu'il y a les suppléants en plus. On est regardé de l'étranger comme un. S'il y a divergence entre nous, André Valigny, puisque vous êtes là, vous avez un micro entre les mains, mettez-nous d'accord.
Oui, non, on n'augmente pas le nombre d'élus, Georges. On garde le même nombre d'élus, mais on instaure un binôme paritaire homme-femme. Les suppléants ne sont pas élus, ils sont là. On a divisé par 2 le nombre de cantons. Sur la réforme, je vous remercie tous de votre sollicitude. C'est très gentil de considérer que ma tâche est difficile. Je le savais quand j'ai été nommé. François Hollande m'avait prévenu. C'est une belle réforme, c'est un beau chantier, mais ça va être difficile. C'est difficile. Quand on réforme en France, c'est toujours difficile. Ça suscite des craintes, du scepticisme, c'est très français aussi, des inquiétudes. On est là pour y faire face. Monsieur, vous n'avez pas de réponse souvent sur certaines questions. Mais j'ai des réponses à tout, monsieur le journaliste. J'ai eu des réponses à tout, très précises, à tout. Dites-moi la question à laquelle je n'ai pas répondu. J'ai réponse. Alors, on vous dit, mais les lois ne sont pas encore votées, vous dites oui. Sur les compétences, nous sommes en pleine discussion parlementaire. Je vous donne rendez-vous. Je ne peux pas aller plus vite que le Parlement. Tout à fait. Souffrez que je respecte la démocratie parlementaire. Le gouvernement ne dirige pas le Parlement. Attendez de savoir ce que les sénateurs et les députés vont voter. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'année, quand vous mettrez les choses en perspective. La loi sur les métropoles, la nouvelle carte régionale et la clarification des compétences, vous verrez qu'on aura fait une belle réforme territoriale. Monsieur Valigny, on n'a même pas la date des élections régionales d'ailleurs. Fin novembre, début décembre. Mais enfin, quel intérêt de savoir si c'est le premier dimanche de décembre ou le dernier dimanche de novembre 2016. Vous avez des questions parfois qui sont assez surprenantes. L'essentiel, c'est de faire une grande et belle réforme territoriale qui permettra de faire des économies. Ça fait 10 ans que je n'augmente pas les impôts en Isère. L'argent public est rare. Les économies sont attendu par les Français. Mais ils viennent d'augmenter à Lyon et à la économies. Ils viennent d'augmenter à Lyon et à la métropole avec pour argument l'État a baissé ses dotations, ce que disent d'ailleurs du reste toutes les communes, tous les élus locaux. Oui, l'État baisse ses dotations parce que nous avons un plan d'économie de 50 milliards sur 3 ans. 50 milliards sur 3 ans. Les collectivités locales, qui représentent 20% de la dépense publique globale, sont mises à contribution à hauteur de 20%. Ça fait 11 milliards de baisse des dotations. C'est difficile. Les élus font des efforts, ils mutualisent leurs dépenses, ils font des économies. Je leur tire mon chapeau. C'est pas facile en ce moment d'être élu communal, intercommunal ou même départemental. Tout le monde doit savoir que l'argent public est de plus en plus rare, qu'il faut baisser la dépense publique globale et donc locale. Après cette clarification, Georges, on revient sur les élections départementales. Effectivement, la campagne va être un peu compliquée. Pour les élections départementales ou régionales, ça va être très compliqué, notamment. Alors, c'est pas simple à droite pour les régionales, puisqu'il y a 2 candidats. Et à gauche, c'est encore plus compliqué, avec le positionnement des écologistes et d'une partie du front de gauche qui rêve un peu de renouveler... L'élection régionale, hein, régionale, là, oui. Et qui rêve un peu de renouveler l'exploit grenoblois aux dernières municipales. Il y a un sondage aussi du Progrès, alors ça c'est un sondage intention de vote qui a été publié en même temps que le sondage sur la grande région, qui donne l'UMP-UDI à 30% d'intention de vote, donc en tête, devant le Front National, dont on n'a pas beaucoup parlé pendant ce débat, mais qu'il ne faudrait quand même pas oublier, qui est, d'après ce sondage, pour l'instant la deuxième force politique dans ces 2 régions à 23%. Et puis les socialistes et le Front de gauche Europe Écologie Les Verts qui seraient chacun à égalité à 17%, qui montre bien que la gauche est encore en capacité éventuelle de gagner la région, mais à la condition sine qua non de s'unir, ce qu'elle ne semble absolument pas capable de faire. Ça a été un mandat extrêmement difficile sur les relations entre les écologistes et les socialistes. Yannick Cusy, la candidature de Wauquiez, elle porte un petit peu l'espoir des Auvergnats ou... Laurent Wauquiez, en tout cas, lui, c'est l'un de ses arguments majeurs, de dire qu'il va représenter il dit qu'il aimerait, par exemple, Auvergne. je crois, mettre une vice-présidence auvergnate, tourner vers l'Auvergne s'il est élu. Il est jeune, il est populaire en Auvergne, c'est indéniable, et il joue là-dessus, il joue sur la carte renouvellement, et puis aussi la grande carte de l'économie. Il annonce que s'il est élu, il y aura des dépenses qui seront supprimées, et évidemment, ça parle en ce moment. Ceci dit, sur le terrain, entre Laurent Wauquiez et Michel Barnier, les gens de droite ou de l'UMP auvergnate... Laurent Wauquiez a un problème avec l'UDI en Auvergne. Le centre n'a pas envie pour l'instant de travailler avec un homme qui a eu des positions très à droite, il faut bien le dire. Il a le même problème en Rhône-Alpes avec l'UDI aussi, qui menace de faire une liste séparée si c'est lui qui est désigné par l'UMP. D'autant que l'UDI était assez mal, puisqu'il y a des élections départementales dans le département du Rhône, hors métropole. L'idée assez forte qu'a l'UMP de lui piquer le département du Rhône. C'est vrai que Michel Barnier est beaucoup plus rassembleur vers le centre. Et il y a un vrai clivage politique aujourd'hui à droite, un positionnement politique. C'est pas qu'un combat d'hommes, c'est vraiment 2 conceptions de voir la droite républicaine entre Laurent Wauquiez et Michel Barnier.
Ce sera la conclusion, Paul Satis. Messieurs, merci beaucoup pour avoir participé à l'émission. N'oubliez pas, sur France 3, Rhône-Alpes, Auvergne, les émissions. Donc cet après-midi, 15h20, le doc consacré à l'histoire des sports d'hiver. De 16h15, juste après, Chronique d'en haut et dans le Vercors, là, pour rendre hommage au maquisard. Et puis demain, dimanche, 11h25, Goûtez voir, vous fait revivre les Bocuse d'or, une compétition, vous le verrez, digne d'une épreuve olympique. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir.